Salut les insoumis et les insoumises. Aujourd'hui je vais passer la journée avec Lorraine Massicard sur le terrain dans la 5e circonscription à la rencontre des citoyens, des électeurs qui se posent des questions sur leur avenir. Voilà, donc je vous remercie de suivre la vidéo, c'est parti. Bon alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Lorraine? Alors on va déjà rendre visite au maire de Els-le-Hutier, ce côté-là. C'est la commune de la 5e circonscription qui a placé Jean-Luc Mélenchon en tête. On est arrivé avec une voix d'avance sur Marine Le Pen. C'est très bien, c'est un petit village qui fait de la résistance. Ensuite, on va rejoindre le cortège de Nobel Plastique sur la place d'Armes de Vitry-François. Donc Nobel Plastique est en train d'être dépouillé, démantelé de l'intérieur par la volonté du groupe Oran qui possède Nobel Plastique après avoir extrait le savoir-faire du personnel pour être réimplanté en Roumanie. Donc on se retrouve face à des familles qui évidemment vont se retrouver confrontées au chômage, 2 à une perte de rentrée d'argent, 3 avec peu de perspectives d'avenir puisque le groupe Oran fait partie du monde de l'automobile et on n'a pas vraiment d'autres industries automobiles sur le secteur de la 5e circonscription. Donc on se retrouve face à des personnes qui ont des crédits sur le dos, qui ont des familles implantées, qui vont à l'école, etc. Et malheureusement, année après année, le groupe se met à faire des licenciements les uns derrière les autres. Et là, on est dans la deuxième ou troisième phase de licenciement massif. Voilà. Ensuite, quand on aura terminé le cortège, c'est-à-dire aux alentours de 14h, on va aller voir à l'hôpital. Ouais, on peut manger si vous voulez. Mais on va payer le petit déjeuner à Els-le-Hutier. On va se remplir un petit peu l'estomac et puis si vraiment la faim se fait sentir, on s'accordera une pause déjeuner. Et donc après, j'aimerais beaucoup qu'on se rende à l'hôpital pour rencontrer les personnels soignants des services chirurgie et bloc opératoire. Ils sont en train de subir eux aussi un démantèlement, mais cette fois c'est du service public, donc c'est organisé par l'État. On y a placé un superbe directeur qui vient du privé et qui a annoncé il y a quelques années qu'il fallait absolument fermer la maternité pour sauver les autres services de l'hôpital. Le problème c'est que, évidemment, chaque service est interdépendant les uns des autres. Après avoir fermé la maternité, la suite logique était la fermeture de la chirurgie et du bloc opératoire puisqu'il y avait moins de patients. Et donc la fermeture de la maternité était censée sauver le bloc opératoire et le service chirurgie pendant au moins 5 ans. La maternité a été fermée il y a moins de 2 ans et vendredi dernier, 3 médecins du service chirurgie et bloc opératoire se sont vus proposer des postes à l'extérieur de l'hôpital. Non, je croyais qu'ils avaient démissionné pour aller dans Vitry, exactement, et ils ont déposé leur démission. On ne pose pas sa démission quand on est médecin si on n'a pas un poste en vue ailleurs, qu'on soit bien clair. Et évidemment, le médecin qui est chirurgien, qui est neurochirurgien, qui est chirurgien cardiaque, qui est anesthésiste, c'est la force vive de l'hôpital, mais surtout du bloc opératoire et du les personnels soignants qui sont encore sur place. La majeure partie de leur travail se trouve quand même en post-opératoire. S'il n'y a plus d'opération, évidemment, leur travail devient inexistant. Ils sont dans un état de souffrance, de maltraitance. Elles savent que leur emploi n'existe plus. Et les seules propositions sur le bassin qu'on va leur proposer, ce sera d'aller travailler dans des maisons de retraite. Je n'ai absolument rien contre les personnes qui travaillent en maison de retraite. Mais aller dire à un infirmier anesthésiste qui, en plus de ses 3 années d'études d'infirmerie, a fait une
une année de spécialisation en anesthésie. Une personne qui adore aller au bloc opératoire, parce que ça, c'est un métier qu'on fait avec passion ou on ne le fait pas. Et bien clairement, cette personne va se retrouver face à un métier qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais appris. Et on va lui demander de changer complètement de vie. Alors évidemment, on peut dire que c'est un peu comme le cœur. C'est un peu comme la loi Macron là où tu avais les postiers qui allaient faire passer le permis de conduire. Bon, vous êtes infirmière en bloc opératoire, vous allez être infirmière là-bas, c'est pareil. Exactement, comme si les métiers étaient interchangeables. Ouais. Et donc du coup, tu penses vraiment qu'un hôpital sans bloc opératoire n'a pas d'avenir, quoi. Mais évidemment, le bloc opératoire permet de remplir tout un tas d'autres services. Par exemple, le bloc opératoire concerne tout le corps, mais on peut se retrouver en cardio-respiratoire, en surveillance, en soins palliatifs, en cas de maladies un petit peu plus compliqué et au terme peu certain. Donc voilà, sans la chirurgie et le bloc opératoire, l'hôpital n'a plus de raison d'exister. On n'est plus dans un hôpital. Si on ne se fait pas opérer, évidemment, on se retrouve chez le médecin de famille qui est capable de pallier à absolument tout, chez le médecin généraliste. C'est clairement ce que propose Emmanuel Macron et la plupart des libéraux, c'est-à-dire poser des maisons de santé dans les petits villages. Le problème de la maison de santé, c'est que si on a de la chance, on va retrouver un dentiste, on va retrouver un ORL, avec beaucoup de chance, on va retrouver un ophtalmo. Mais qui s'occupera de la chirurgie? Qui s'occupera Imaginez, vous avez un AVC. Je ne le souhaite à personne, un accident vasculaire cérébral. On a 2 heures pour intervenir. Donc entre le moment où on découvre que vous avez les symptômes, le moment où une personne prend le téléphone et appelle les secours, qu'il s'agisse des pompiers ou du SAMU, le temps de venir vous chercher, pour vous emmener au bloc opératoire le plus proche, il va falloir monter à Châlons ou à Reims. Vous n'avez que 2 heures si vous ne voulez pas y passer, ou si les séquelles ne veulent pas être irréversibles. Pendant le débat de France 3, il y avait... quand on parlait de la santé et tout, j'étais étonné parce que tu avais tous tes concurrents, notamment Bertrand Trépeau de En Marche, qui parlait du numérique. Il disait que le numérique allait révolutionner nos façons de vivre et tout. Mais génial! Écoutez, je vais sortir mon appareil photo numérique et si jamais je fais une attaque cardiaque, il me réanimera. Le dernier point, c'est le numérique. Comme ça permet de faire le lien avec tous les points qu'on a pu aborder. Le numérique va aussi changer la façon de faire, d'apporter la santé en proximité de nos habitants de circonscription avec la télémédecine. Ce sont des choses nouvelles qui devraient révolutionner les choses dans les années à venir. Et j'espère que ça apportera une solution efficace sur le territoire. Charles de Courson n'en fait pas suffisamment jusqu'à présent pour maintenir les services publics dans les territoires? Les grands thèmes, c'est la couverture numérique. Ouais, tu penses en gros que c'est bidon, que tu peux... Non, mais il faut arrêter de jeter de la poudre aux yeux aux populations. On est quand même loin d'être stupides. Médecin, c'est entre 8 et 11 années d'études après le baccalauréat, si on veut des spécialisations. Un anesthésiste réanimateur, c'est 11 années d'études. Si vous pensez que, en effet, mon appareil photo est tout à fait capable de prendre sa place, mais moi je dis super, c'est génial. Sauf que malheureusement la technologie n'en est pas à ce point-là et on a besoin de diagnosticiens à un moment, justement pour voir si on a besoin d'être réanimé ou pas. Il serait sympa d'arrêter de parler du numérique quand on parle de la santé. Je crois que j'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense que n'importe qui est capable de comprendre ça. Ouais. Non mais c'était un débat plus global, ça parlait de la santé, mais ça portait aussi sur les services publics. Oui, bien sûr. Ouais, voilà. Mais le pire, c'est que tu as fait l'expérience dans la 5e circonscription. Parce que moi, j'ai essayé de t'appeler hier au téléphone, c'était pas facile. Hein. Ah non, c'est peu couvert dans la 5e circonscription. Donc, il n'y a pas de raison. Donc, voilà. on va applaudir les progrès qui ont été faits sur la 5e circonscription par rapport à la couverture téléphonique. Mais il n'y a vraiment pas de quoi se... Justement, là dans la téléphonie, en plus, on est sur une base qui est une logique marchande. Clairement, puisque les opérateurs, c'était dans les débuts des années 2000 où France Télécom a été démantelé pour en faire Orange en concurrence avec maintenant 3 autres opérateurs. Oui. Donc
la logique marchande dans ce service-là fait que de toute façon, tu n'as personne qui va se dire il faut aller investir pour mettre de la 4G en fin fond de la Marne parce que il n'y a personne au final. Il n'y a pas d'acheteur potentiel. Mais pourquoi il n'y a personne? Pourquoi il n'y a plus personne? Parce qu'on a démantelé le service public, parce qu'il n'y a plus de réseau ferré, parce qu'il n'y a pas de bus qui vous emmène où que ce soit. Donc les gens sont complètement abandonnés. Évidemment, on est face à un drame humain. Les gens sont laissés de côté par les pouvoirs publics. C'est bien organisé et évidemment, il n'y a pas d'argent à récupérer si on va installer la 4G. Ah, par contre, remettez l'hôpital, relancez l'économie sur place. Vous allez voir si on continue à perdre 300 habitants par an à Vitry-le-François. On va voir si on réinstalle du service public avec des réseaux ferrés, avec des possibilités de développement et d'expansion. Si on installe une centrale éolienne, par exemple, si ça ne va pas créer du travail sur place. Implantons tout ça et vous allez voir si les petits commerces vont pas se mettre à revivre justement. On va voir si les petites communes et les petites villes ne reprennent pas un nouveau souffle. Mais bien sûr que oui. Pourquoi? Parce qu'il y aura de l'argent. Aujourd'hui, les gens n'ont tellement plus d'argent que même les petits commerces sont obligés, les petits commerces historiques sont obligés de mettre la clé sous la porte. C'est quand même un drame. Ce soir, là, on a un débat avec la FDSEA, voilà. Comment tu abordes le débat? Qu'est-ce que tu penses dire et qu'est-ce que tu penses qu'on va te dire? J'aimerais vraiment qu'on me laisse la possibilité, d'entendre les raisons qui poussent cette partie des agriculteurs à continuer à utiliser des herbicides, des pesticides, des engrais chimiques qui tuent littéralement notre planète et toute la faune qui vit sous terre et qui permet justement à notre nature d'avoir un cycle de vie. Le problème, c'est qu'on l'a rendu tellement stérile. Ce que je t'expliquais la dernière fois, c'est qu'on arrive là, avec quelques gouttes de pluie, à créer des inondations en période de sécheresse parce que la terre n'est plus du tout capable d'absorber l'eau. Comme il n'y a plus de travailleurs en souterrain, il n'y a plus de vers de terre, les gens vont dire c'est pas grave, c'est que des vers de terre. Oui, en effet, ce ne sont que des vers de terre. Le problème, c'est qu'ils sont là pour quelque chose. Et ce quelque chose, c'est travailler la terre, travailler en profondeur, aller chercher les nutriments en profondeur pour les ramener en surface. C'est d'ailleurs hallucinant les cultures en permaculture, le nombre de vers de terre qu'il y a dans les terres, ça prouve la vitalité d'une terre. Mais bien sûr. En permaculture, au mètre carré, on a peut-être 70 ou 80 vers de terre, et attention, bien nourris, pas lombriques. Et c'est magnifique parce qu'en fait, c'est quoi? C'est de la nourriture, c'est du déchet de nourriture que l'on met dans du compost. On peut même le mettre à même la terre et le recouvrir de terre par-dessus. Ça va amener donc tout un tas de petits insectes et autres lombriques vers de terre qui vont venir se nourrir de ces choses et par leur travail d'aller-retour en profondeur vont créer des galeries, vont créer de l'air, ça va permettre à l'azote de remonter, l'azote va nourrir les plants qu'on va poser sur ce sol qui est magnifique. Puis alors là, il faut voir la vitesse à laquelle ça pousse. Alors c'est vrai, on a appris, on n'a pas appris en fait, on n'a rien appris du tout. On s'est reposé la question sur les méthodes anciennes, sur comment faisaient nos ancêtres. C'est juste génial, et c'est un truc vraiment très très poussé techniquement. Ils laissaient la terre vivre. C'est vrai, ça paraît un petit peu archaïque. Archaïque. Moi je dirais oser, tu vois. On ose. À la limite, ce serait même encore rien s'il n'y avait pas autre chose qui venait s'ajouter. Parce que grâce aux produits chimiques, la campagne est aujourd'hui nettement plus polluée que les centres-villes des plus grosses villes. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on fait jusqu'à 30 traitements chimiques sur une parcelle. Et ces traitements chimiques ont une incidence sur notre santé. C'est la raison pour laquelle on a une recrudescence, entre autres, de cancer du poumon, cancer de la gorge. On
développent des maladies neurodégénératives telles que des Parkinson. Et puis malheureusement aussi, on attaque tous les fœtus qui se retrouvent dans le ventre des mamans, parce qu'avec cette exposition à certains pesticides, eh bien, on a pu remarquer qu'il y avait des neurotypismes qui se développaient dès le stade intra-utérin. Et ça, c'est clairement un drame pour les générations à venir. Donc oui, en effet, ce soir, avec la FDSEA, j'aimerais entendre les arguments de ces personnes face à cet état de fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut justifier leur nécessité, leur besoin. Leur utilisation de ces produits face au drame qui se joue en face. Ok. Ça, ce sera ma grande question, si j'ai la possibilité, bien évidemment, de la poser. Bon, je crois qu'on a un peu tout compris. Donc, le prochain rendez-vous, est-ce le utile Ah, elle se l'utilise, ça marche. Sur le temps, 51% sur une triangulaire. Les seuls villages où on les maintient à 25%, c'est Lutier et tout ça. Moi, je crois sincèrement. Là, on a dépassé les 50%. Ils ont fait 58 voix contre 56 au second tour. Je pense que. C'est pour ça que je pense que. Appeler à ne pas voter pour le Front National, c'est pas du tout la même chose que d'appeler à voter contre. Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est que sur notre village qui avait mis les Insoumis en tête, hein, c'est pour ça que vous m'avez dit que vous veniez, et ben, on a eu une augmentation de l'abstention. Alors sur un village où on était, je crois qu'on était 150 et quelques à voter au premier tour, on s'est retrouvé à 100. Il y a eu 20 électeurs de moins. Sincèrement, je compte les voix, je sais où ils sont. Sincèrement, c'est les Insoumis qui ne sont pas venus voter ou qui. Alors, globalement, il y a dû y avoir aussi des gens de la droite qui ne sont pas venus voter et tout ça. Mais j'augmente de. On avait 7 votes blancs au premier tour, on se retrouve avec 23 votes blancs au second tour. Donc j'entends. Et c'est facile de voter blanc dans une ville parce que ça va être compensé, parce qu'il y a des courants de pensée qui font qu'on va compenser le déficit de voix qu'on amène par des catégories socio-professionnelles qui vont compenser ces choses-là. Nous, on est dans des villages où il n'y a que du vieillissement de la population et tout ça. D'accord. Quand les jeunes s'abstiennent, c'est fini. Ça rebascule automatiquement dans le vote extrême. Et c'est pour ça que je vous en ai voulu. Je vous le dis franchement, parce que nous, dans la ruralité, on a eu une impression d'abandon complet. On s'est dit... Mais c'est pas qu'une impression, en fait, ça fait 30 ans que les ruraux sont abandonnés. Donc là-dessus, j'entends Par les complètement politiques. par les politiciens, mais bien sûr, on est bien d'accord. Dès qu'il y a une assiette, de toute façon, les politiques successifs s'arrangent soit pour la supprimer, soit pour l'absorber, et en prétendant qu'ils vont faire des reversements, et puis ça fonctionne 1 an, 2 ans, et puis après, c'est le système D sur place. Donc on sait bien comment ça fonctionne au niveau des politiques nationales, et on sait très bien que les ruraux sont des grands abandonnés. Donc, d'ailleurs, il faut que je vous parle de Valérie, qui a un message à vous faire passer juste après pour l'hôpital. Sortant PS qui ne se représentait pas. Et puis, ils sont venus me voir après pour me dire, non, on a un autre candidat, il faut que tu arrêtes. Et moi, j'ai dit, il fallait pas venir me voir avant. Moi, j'y vais. J'ai été élu. Quand je vois la réforme territoriale qui a été faite, qui pour moi est incompréhensible, j'ai décidé de ne pas me représenter. Je me suis fait virer par le Parti Socialiste, mais je reste fidèle de mes idées. Je vote amont et sincèrement dans tous mes discours, dans tout ce que je fais. Vous savez que j'ai profité du 8 mai pour rappeler quand même, parce que je pense que le discours du 8 mai que nous avait transmis le ministre délégué, enfin le secrétaire d'État en charge, il était très intéressant parce qu'il rappelait quand même quelles étaient
les armées qui avaient débarqué en Provence, et en particulier les tirailleurs africains et tout ça. Et donc moi j'en ai profité pour balancer un message quand même, parce que c'était le lendemain du second tour, où on avait mis le Front National en face. J'ai quand même rappelé, j'en ai profité pour rappeler dans mon discours que il faut méditer quand même sur le discours du secrétaire d'État, où on voit bien que les étrangers, quand ils avaient l'uniforme français, on était bien contents de les voir débarquer sur les plages en Provence. Mais sincèrement, c'est compliqué derrière, quand vous ne faites plus la différence entre un vote contre et un ne pas voter l'un l'autre. Et donc, quand on est parlementaire et vous postulez pour la place de parlementaire, il y a un moment où il faudra se positionner. Ça a été clair pour certains, mais un peu moins pour d'autres. Est-ce que vous serez dans la majorité ou dans l'opposition? Au moins pour cette partie de démarrage. Puis ensuite, voilà. Donc, clairement, dites-nous quelle posture vous aurez dès le démarrage. Donc, si vous pouviez commencer. Force de proposition, nous, le constat, il est simple. Le micro, s'il vous plaît. Force de proposition, le constat est simple, en fait. On ne peut pas gouverner par ordonnance. Le Parlement doit mettre en place un débat. Il a lieu d'exister et donc on doit reprendre toute notre place et représenter l'intérêt général et donc par conséquent votre intérêt. Donc évidemment, le but est de faire des propositions. Le constat qu'on a fait justement sur l'agriculture est qu'aujourd'hui le modèle ne fonctionne absolument plus et il faut littéralement en changer. Et c'est dans ce sens en fait qu'il faut faire ce type de proposition. Aujourd'hui, nous, avec l'Avenir en commun et la France Insoumise, on propose clairement de produire écologique, aller vers une transition écologique, puisque le modèle actuel a montré ses limites. Aujourd'hui, on sait que les normes phytosanitaires, les produits chimiques, les catalogues de semences sont détenus par des grands groupes qui vous contrôlent, qui contrôlent finalement les prix et votre course folle à la production, à la surproduction. Donc nous, on doit clairement faire partie de cette force de proposition pour vraiment amorcer cette transition, pour le manger bien, pour le travailler bien, pour être enfin payé de manière digne et non plus faire la manche, parce que clairement, la règle, c'est que quand on propose de nouvelles subventions, non, arrêtons ça. Soyez au moins payés le prix de revient et votre marge pour vivre dignement de votre travail. Si je fais la synthèse, vous vous positionnerez en opposition. Opposition. Alors évidemment, l'agriculture, c'est un choix de métier en général, c'est choisi, c'est une passion. On ne se lève pas le matin en disant tiens, je vais faire agriculteur. C'est quelque chose que l'on nourrit parce qu'on aime le travail de la terre, parce que c'est une volonté, parce que c'est un plaisir. Et en effet, le problème que rencontrent actuellement les jeunes qui souhaitent s'installer, c'est souvent la difficulté de trouver des terrains accessibles. Alors, avec l'Avenir en commun, nous, on a un projet de création d'établissements publics de fonciers ruraux, c'est-à-dire qu'avec un droit de préemption qu'auraient les localités de racheter des terres qui seraient en vente suite à la cessation d'une activité non reprise par les enfants.
les mairies pourraient en faire l'acquisition. Et l'accès serait automatiquement au bénéfice des jeunes qui souhaiteraient s'installer. Ça limiterait dans un premier temps l'apport financier et ça permettrait vraiment de pouvoir se lancer sous forme de location et ensuite, une fois qu'on a suffisamment d'argent, pouvoir réinvestir par la suite dans sa propre exploitation. Merci. Sur le sujet de l'installation, il y a d'autres questions, remarques, sinon on passe au sujet suivant qui est autour de l'environnement et là j'imagine qu'il va y avoir foison de questions. Donc sur simplement par rapport à un petit peu à ce qui vient d'être dit, notamment par rapport aux derniers euros, c'est un petit peu ce que fait un petit peu la SAFER aujourd'hui, sauf que l'avantage qu'on a dans la SAFER, c'est que c'est quand même des agriculteurs qui ont la main dessus. Alors que les établissements publics font, comme je vous expliquer, c'est un petit peu les municipalités et les gens qui sont pas dans l'agriculture. Alors, j'entends tout à fait. Le problème, en fait, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une spéculation sur les terres. Vous avez pu vous en rendre compte sur des terres qui ont été rachetées à prix d'or dans le Bordelais ou en Bourgogne, 14 millions d'euros l'hectare. Vous, demain, êtes-vous capable d'allonger 14 millions d'hectares sur 14 millions d'euros pour un hectare de terre parce que ça a déjà été fait dans votre région? Eh bien, en fait, le fait que les municipalités puissent avoir ce droit de préemption, en effet, facilite l'accès aux jeunes et limite la spéculation. Ce que je propose, c'est que sur le sujet du foncier, il y aura peut-être des questions. Là, donc, sur le sujet de l'installation, j'ai vu qu'on a fait un tour de table intéressant. Ça permet d'avoir une vision un peu globale des différentes propositions. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur le sujet de l'environnement. Je vais avoir une question aussi d'introduction, ce qui va être très rapide, les réponses devront être très rapides. Comme les autres corporations, les agriculteurs ont déjà fait énormément de travail sur leurs pratiques au niveau environnemental. Quand je dis en comparaison au métier de l'industrie, au métier de l'automobile, au métier de l'énergie, etc., les agriculteurs ont fait énormément de travail. Est-ce que vous en avez pris conscience? Et si vous aviez une note à donner de 0 à 10, 10 étant que les efforts ont vraiment été considérables, quelle note vous donneriez aujourd'hui par rapport à l'agriculture, en sachant qu'on a fait des efforts et on en a encore à faire? Voilà, le problème c'est que les efforts sont encore à faire, mais aujourd'hui la note, je ne vais pas l'attribuer aux agriculteurs, je l'attribue aux politiques qui ne vous donnent pas les moyens de faire cette transition écologique. Donc la note aux politiques actuellement elle est de 0 sur 10 et vous, les efforts que vous auriez à faire avec l'avenir en commun qui se dessinerait devant vous, ce serait simplement de vous laisser accompagner grâce aux aides et à la transition écologique que nous proposons. Tu te présentes? Benjo Stéphane, producteur laitier sur le canton de Vitry. Bon, j'ai bien écouté tous les candidats, vous avez tous parlé de normes pesticides, normes environnementales élevage, vous n'en faites pas partie, alors que les éleveurs ont quand même contribué énormément en construction, notamment en faisant des hangars pour y mettre, excusez-moi du terme, de la merde en dessous, alors qu'on a un nombre incalculable de SDF en France. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc la norme aujourd'hui nous impose de mettre nos fumiers à l'abri. Par rapport à ça, donc, on a évoqué les phytosanitaires. Les éleveurs sont largement concernés par les normes, souvent de la surtransposition européenne. Aujourd'hui, quel est votre avis par rapport à tout ça? On s'est retrouvé face à des bureaucrates qui clairement n'ont jamais touché à du fumier ou à du compost de leur vie. Clairement, il existe des méthodes alternatives dans le traitement des déchets et on pourrait très facilement les réutiliser comme ça se fait dans certains départements et à plus grande échelle dans certains pays, des centres de méthanisation. Donc là, en effet, vous parlez du fumier et en effet, vous parlez de structures pour les abriter, pour limiter les émanations de méthane qui sont relativement dangereuses, on le sait bien, alors qu'on pourrait très bien les contenir dans des centres de méthanisation. Cette méthanisation, en fait, pourrait être réutilisée pour faire du chauffage, pour faire du carburant, pour faire bien ce qu'on veut, mais pourrait être utilisée et être une nouvelle source d'apport financier pour vous, les éleveurs.
on en est bien conscient de ça. On ne parle pas forcément de la culture bio parce qu'évidemment, ils n'ont pas les moyens de se payer les labels. Qu'on soit bien clair là-dessus, c'est hors de prix. Donc, en effet, j'entends que l'agriculteur vit de son métier, aime la nature et est dépendant du climat. Et je m'en rends compte en fait de semaine en semaine, puisque moi je vais chez mes producteurs, je récupère des commandes et avec l'association que j'ai montée, je crée des petits paniers et je redistribue dans des entreprises à des personnes qui se rendent compte que finalement manger local, donc on est en circuit court, de manière raisonnée, savoir ce qu'on a dedans, hein, avoir une certaine traçabilité et surtout de saison coûte moins cher que d'aller chez Lidl. Eh bien oui, j'ai fait ce pari avec quelques agriculteurs et non seulement ils s'y retrouvent financièrement puisque je ne négocie pas les prix qu'ils me demandent sont des prix imposés, je ne négocie absolument rien et ce sont ceux que je reporte sur les paniers que je facture aux clients. Donc évidemment, essayer de faire une transition, je ne dis pas que ce sera possible du jour au lendemain. Je pense simplement, et vous le savez puisque vous avez déjà amorcé une partie de cette transition en diminuant la dose de pesticides qui est, on l'appelle, extrêmement dangereuse dans son utilisation, mais évidemment nous sommes conscients que cette transition doit avoir lieu et c'est dans l'accompagnement de cette transition en fait que nous avons un rôle à jouer.